Alors, bonjour à tous. Mon nom est Claude Lavoie. Je suis le directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional. Et c'est à ce titre, mais aussi à titre de participant du corps professoral engagé dans l'activité de l'essai laboratoire, que je vais animer l'après-midi. Alors, la plénière finale, au cours de laquelle les étudiants présentent leurs travaux, c'est, je dirais, c'est l'élément fort et l'élément phare de l'ESSAD. C'est le grand moment de notre activité, de notre année universitaire. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, que vous soyez bien sûr les étudiants, ça, on peut se douter qu'ils sont présents aujourd'hui, mais également les intervenants régionaux qui sont venus nous rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue et nous sommes très heureux de vous avoir dans la salle. Le corps professoral, il va de soi, est présent et il est aussi très heureux de vous compter parmi nous. Et cette année, pour une toute première, nous sommes en ligne, nous sommes visibles de par le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de tous les continents aujourd'hui par le biais du webinaire. Alors, ces gens-là que je ne vois pas, mais que je suspecte la présence, ça rentre à pocheter selon mon technicien qui s'occupe de la situation et qui se branche au fur et à mesure. Alors, je vous souhaite, mesdames et messieurs, qui êtes au loin, la bienvenue également. Et j'espère que tout le monde, vous serez très satisfait du déroulement de cet après-midi. Alors, brièvement, c'est quoi l'essai laboratoire? Ben, évidemment, la plupart d'entre vous le savez. C'est tout simplement une activité au cours de laquelle les étudiants à la maîtrise professionnelle s'investissent pendant une période de 8 mois consécutifs sur un projet qui est dirigé par un des membres du corps professoral ou encore un chargé de cours embauché pour l'occasion. Et ils investissent en quelque sorte une région. Cette année, la région choisie a été la Côte-du-Sud et plus précisément les MRC de Lillet et de Montmagny. Et on leur demande d'approfondir un problème de développement régional et d'aménagement du territoire, mais aussi et surtout de proposer des solutions concrètes à ces problèmes-là. Et c'est ce que vous aurez l'occasion de voir aujourd'hui au cours des présentations qui vont se succéder dans le courant de la journée. Chaque présentation a une durée d'une 15aine de minutes et après cela, il y aura une période de questions et notamment, j'irai voir ma collègue Joanne qui coordonne encore une fois cette année l'activité de ce laboratoire, mais qui voit défiler les milliers de commentaires sur Internet grâce au webinaire et je pourrai donc lui donner la parole de temps à autre pour également nous communiquer les impressions du public qui se situera à l'extérieur de l'Université Laval. Donc, vous, mesdames et messieurs qui êtes à l'extérieur, n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure. Vous êtes les seuls qui pouvez le faire en direct, parce que les autres, ils vont falloir qu'ils attendent la fin de l'exposé avant de parler. Vous pouvez le faire au fur et à mesure, n'hésitez pas. Et ma collègue, donc, me transmettra les commentaires à la fin de chaque présentation. Je souligne aussi la présence de notre doyen, Alain Rochon, c'est toujours la tradition d'accueillir le doyen lors de notre activité et il s'empresse toujours, les doyens, autant quel qu'il soit, s'empressent toujours d'accepter notre invitation. Donc, bienvenue Alain. On te donnera le micro à la toute fin pour que tu puisses nous donner tes impressions sur cette activité. Alors, avant de commencer, évidemment, vous avez reçu à l'entrée encore un magnifique numéro de Perspecto, qui est la revue des travaux de l'essai laboratoire. Ce ne sont pas les rapports finaux produits par les étudiants, c'est je dirais, une version écourtée et vulgarisée, destinée au grand public, mais aussi au public un peu plus spécialisé, qui est intéressé à en apprendre davantage sur la nature des travaux qui ont été réalisés cette année. Donc, évidemment, je vous invite à la consulter, pas pendant la présentation, mais après, vous aurez tout le loisir de le faire. Et ce numéro-là sera aussi mis en ligne le plus rapidement possible dans le courant de l'été, dès que le fichier sera prêt à cet effet. Et vous recevrez d'ailleurs un courriel pour ceux qui nous ont donné leur nom, ou
pour ceux qui ont reçu une invitation, vous recevrez un courriel à l'effet que ce numéro-là est maintenant disponible. Je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Maintenant, pour ce qui est des présentations, je vous rappelle, chers étudiants, que vous avez votre temps est bien compté. Alors, vous avez en général, sauf pour la toute dernière présentation, qui est une présentation de plusieurs équipes, vous avez donc une vingtaine de minutes à votre disposition et on apprécierait que vous conserviez 5 minutes pour pouvoir donner du temps à l'assistance ou aux gens de l'extérieur de poser des questions. Ça sera beaucoup plus intéressant de le faire comme cela. Et je serai responsable de la gestion du temps. Je suis tyrannique en la matière. Ma collègue Joanne m'appelle despote éclairé. C'est pas pour rien. C'est vraiment ma caractéristique première. Donc, je vais le faire. Et en fait, si je vois que vous dépassez votre temps, je vais non seulement me rapprocher petit à petit de vous, mais si vous êtes vraiment excessif, je vais me mettre à danser en face de la salle. Et si ma conjointe était présente, elle vous conjurait de vous épargner cette épreuve. Donc, alors, évitez cela, surtout qu'on est susceptible de m'enregistrer en plus, et ça va se ramasser sur YouTube. Je veux m'épargner cela, donc respectez, si possible, votre temps de parole. Ça sera beaucoup plus intéressant de cette manière. Alors, je vous souhaite, à mon nom, au nom des collègues, au nom de tous les étudiants qui sont ici, un excellent après-midi. Et nous allons, sans plus tarder, débuter avec la première présentation qui s'intitule Montmagny-Lillet, terreau fertile de l'agriculture alternative, et qui a été dirigée par mon collègue Mario Carrier. Alors, j'invite donc les étudiants responsables de cette présentation-là à se présenter. Bonjour. En fait, c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons le fruit de notre travail que nous avons réalisé à Lillet et Montmagny sur la gouvernance de l'agriculture alternative, que moi, Jean-Renaud Pierre-Louis, accompagné de mon collègue Patrick et mes autres camarades au fond de la salle, qui sont participés dans ce travail. Sans plus tarder, voici le plan de notre présentation. En fait, la problématique, objectif, cadre théorique, stratégie de recherche et nos résultats, qui comprend deux parties, une partie qualitative et quantitative, et aussi on va faire une synthèse et présenter quelques recommandations. En fait, l'agriculture de façon générale dans les pays développés fait face à plusieurs enjeux mondiaux. Ces enjeux-là ont manifesté différemment selon les territoires. En fait, nous, on a retenu 4 enjeux, qui est la mondialisation, c'est-à-dire la libéralisation des marchés augmente la compétitivité, ce qui nuit davantage aux fermes de petite taille. Notre deuxième enjeu, c'est le développement durable qui comporte plusieurs dimensions. La question qu'on se pose est, peut-on marier l'agriculture au développement durable? Notre troisième enjeu, c'est la dévitalisation des milieux ruraux. Il y a de moins en moins de personnes au niveau des milieux ruraux pour assurer la relève agricole. Et notre quatrième enjeu, qui est un enjeu très spécial, qui empêche les agriculteurs de développer leurs pratiques, ce sont les changements climatiques, c'est-à-dire les cultures se deviennent inadaptées, etc. Et ces enjeux-là ont favorisé l'émergence de nouveaux types d'agriculture qui viennent cohabiter avec l'agriculture productiviste, qu'on appelle l'agriculture alternative, que je vais vous définir bientôt. En fait, pour nos deux territoires, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a affaire à deux territoires qui ont une économie typique des milieux ruraux, c'est-à-dire avec un secteur primaire relativement développé par rapport aux autres MRC de la région,
et un secteur secondaire très développé, surtout à cause des activités manufacturières. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que ces deux MRC en présence ont fait face à un déclin démographique. Et ce déclin-là est particulièrement prononcé chez certaines municipalités de la région. Pour le profil agricole, on vous présente ça, c'est que la majorité des sols au niveau des deux MRC se trouvent dans la catégorie classe 5 et 7, qui sont des sols non aptes pour le développement de l'agriculture. Et les meilleures terres se trouvent à l'extrémité nord, et c'est là surtout qu'on rencontre la majorité des agriculteurs qu'on a rencontrés. L'autre chose à souligner, c'est que l'Îlet, c'est plus agricole que Montmagny. Son secteur primaire est beaucoup plus développé, et aussi, il y a beaucoup plus de fermes à l'Îlet qu'à Montmagny. Voici nos objectifs: examiner le potentiel agricole, examiner le potentiel de l'actualisation des nouvelles pratiques du point de vue de l'innovation technologique et sociale, du point de vue aussi de la gouvernance territoriale, et examiner comment les ressources territoriales peuvent être utilisées dans le cadre de ces nouvelles pratiques, et on va faire quelques recommandations pour le développement de ces nouvelles pratiques. En fait, et pour bien étudier un phénomène, il va falloir se baser sur des théories. Avant de vous présenter notre cadre théorique, il est important de faire une différence entre agriculture productiviste et agriculture alternative. Ça, c'est très important parce que nous, on n'a rien contre l'agriculture productiviste, mais on s'intéresse surtout à l'agriculture alternative. En fait, l'agriculture productiviste, c'est une agriculture qui vise spécifiquement la rentabilité économique, c'est-à-dire du profit. Alors que l'agriculture alternative qui nous intéresse vise plusieurs d'autres finalités tout aussi importantes comme économiques, à savoir environnementale, sociale, sanitaire, paysagère, etc. Mais au niveau de cette agriculture-là, il y a plusieurs pratiques que je vais vous présenter. Premièrement, l'agrotourisme, la multifonctionnalité de l'agriculture, les différentes fonctions que joue l'agriculture. Il y a les nouvelles pratiques et les nouveaux types de cultures qu'on rencontre, l'agriculture biologique, l'agriculture à des fins non alimentaires, la recherche et développement, etc. Voici notre fameux cadre théorique qu'on a utilisé pour faire ce travail. C'est très important de comprendre ça parce que sinon vous allez du mal à comprendre les résultats qualitatifs que mon collègue Patrick va vous présenter. En fait, c'est un schéma qu'on a tiré de deux auteurs, Thor et Beuret, qui sont des spécialistes qui travaillent beaucoup en France dans l'agriculture. Et en fait, je vais essayer de rendre ça très simple pour faciliter votre compréhension. Et ce qu'il faut retenir, c'est que notre cadre théorique tourne autour de deux concepts clés. Il y a le concept de gouvernance territoriale et le concept de proximité territoriale. Le lien entre les deux, c'est qu'on se sert du concept de proximité territoriale pour essayer d'opérationnaliser le concept de gouvernance territoriale. Le concept de proximité territoriale comprend deux proximités. Il y a la proximité géographique, c'est-à-dire la distance entre les acteurs. Il y a la proximité organisée, ce sont les manières dont les acteurs se coordonnent. Et à l'intérieur des proximités organisées, on rencontre plusieurs variables, les conventions qui sont des règles, des conflits d'usage, les coopérations, des logiques d'appartenance et des similitudes. Ce qui est important dans ce cadre théorique, c'est que au niveau de l'agriculture productiviste, il y a des conventions, des coopérations, des conflits, des logiques d'appartenance qui existent déjà. Mais avec l'émergence de l'agriculture alternative qui vient cohabiter avec l'agriculture productiviste, on voit l'apparition de nouvelles conventions, de nouvelles coopérations, de nouveaux conflits, de nouvelles formes de valeurs. C'est ce changement-là qu'on va essayer d'identifier à travers cette recherche. En fait, au cœur de notre stratégie de recherche, on a deux hypothèses. Comme je vous dis, notre première hypothèse, c'est qu'il y a une émergence de l'agriculture alternative. Et cette émergence-là est liée surtout aux nouveaux enjeux que je viens de vous présenter. La deuxième hypothèse, c'est que cette émergence-là entraîne de nouvelles formes de conventions, de nouvelles formes de coopération, de nouveaux conflits qui mettent en place une nouvelle gouvernance territoriale dans le domaine agricole. Pour essayer de vérifier ces deux hypothèses-là, on utilise deux approches. Une approche quantitative, c'est pour montrer que ce phénomène-là existe, il va falloir qu'on prouve qu'il y a des agriculteurs qui travaillent au niveau de cette pratique-là. C'est pourquoi on avait fait un recensement au niveau de ces pratiques. Et aussi, cette approche quantitative va nous permettre aussi de mesurer un peu l'ampleur du phénomène.
Et l'approche qualitative, qui est très très importante dans notre recherche, c'est une approche qui nous permet de découvrir le sens que les agriculteurs donnent à leur action. Et on a utilisé une approche compréhensive pour interpréter les actions des agriculteurs. En fait, on avait réalisé ça à l'aide des entrevues semi-dirigées. On a rencontré 19 producteurs et on a rencontré 4 représentants d'associations. Et ces entrevues-là ont été réalisées à l'aide d'un grille d'entrevue que je vous présente un peu la structure. Mais il faut prêter une attention particulière au bloc 2 et 3 parce que c'est à travers ces questions-là on était allé chercher les conventions, les coopérations, les conflits et la nouvelle gouvernance territoriale qui structure autour de cette agriculture-là. Maintenant, cet outil-là nous permet de trouver beaucoup d'informations. Mais je passe la parole à mon collègue Patrick qui va vous présenter les résultats les plus saillants de notre travail. À vous la parole, Patrick. Bon, je dirais d'abord, attachez vos ceintures parce qu'on s'en va visiter les agriculteurs pratiquant la culture alternative dans les MRC de Montmagny et de Lillet, et ce, malgré les mesures d'austérité. Donc, la partie des résultats vont être divisées en 3 parties. D'abord, ça va être les 2 premières parties, ça va être des parties quantitatives, le recensement et puis les données issues des entrevues. Et la 3e partie, ça va être les données qualitatives. Donc, comme on peut voir, ça c'est un recensement qu'on a effectué. Les pratiques alternatives sont présentes sur le territoire, d'ailleurs, surtout à Lillet qu'à Montmagny. Il faut dire que les circuits courts et la culture biologique sont les plus présentes sur le territoire. Et selon nos estimations, il y a environ 10% des fermes de la région qui pratiquent l'agriculture alternative. Il faut dire que nos données aussi, c'est quand même des données assez précises parce que par la suite, on a eu des données du MAPAC et nos données se rapprochaient étrangement de ceux du MAPAC. Donc, passons aux données des entrevues. Donc, l'agriculture alternative, c'est un phénomène qui est récent. Le 2/3 des agriculteurs ayant débuté dans les années 2000. Et il faut dire aussi que les agriculteurs ont souvent plus qu'une pratique dans leur entreprise agricole. Ils peuvent faire par exemple, des circuits courts et de l'agrotourisme en même temps. Aussi, l'agriculture alternative, c'est une agriculture qui est en croissance. Comme le démontre le PowerPoint, 12 des agriculteurs ont connu une croissance de 10 à 40 %, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est aussi une agriculture de proximité. Le 2/3 des répondants commercialisent leurs produits dans la MRC. On va aussi dans la capitale nationale, mais on n'exporte pas tant que ça à l'extérieur des autres régions. Les principaux partenaires d'affaires, il y a le MAPAC, le CLD, l'ATACA. Donc, ce sont les principaux partenaires qui ont contribué, en fait, à l'émergence de l'agriculture alternative. Ils ont financé, ils ont encadré, en fait, les agriculteurs qu'on a rencontrés. Mais il y a quand même eu plusieurs difficultés. Les agriculteurs, par exemple, ont eu de la difficulté à créer une clientèle, à faire de la publicité. Il y a aussi la gestion des mauvaises herbes qui a été assez difficile. Donc, il y a vraiment un grand nombre de difficultés pour les producteurs que nous avons rencontrés. Maintenant, la partie qualitative, donc c'est la partie qui est déduite de notre cadre théorique. Il est important de rappeler que l'émergence de la culture alternative emmène de nouvelles conventions, de nouvelles coopérations et de nouveaux conflits. Donc, d'abord, la gestion gouvernementale. La gestion gouvernementale doit être adaptée à la culture alternative. Le gouvernement doit aller sur le terrain pour épauler les producteurs parce qu'ils font des nouvelles cultures, des nouvelles méthodes de travail, donc ils ont besoin d'être encadrés à ce niveau-là. Ensuite, le financement. Plusieurs des producteurs rencontrés nous ont dit qu'on leur avait refusé du financement parce qu'ils étaient trop vieux, parce qu'ils se situaient au sud de la MRC. Donc, l'accès au financement est quand même assez difficile. Mais, en fait, l'ancienne convention, c'était que le financement, c'était surtout les entreprises jugées les plus rentables qui recevaient le financement. Sauf que la culture alternative a d'autres finalités. On veut faire la protection environnementale, on veut créer un côté plus social. Donc, il faudrait que la culture alternative soit financée au même niveau que l'agriculture productiviste, qui a une chance égale d'accéder à du financement. Puis, la commercialisation. La convention, c'est que la commercialisation de proximité est possible, sauf qu'il faut que les producteurs s'approprient les lieux pour commercialiser, ce qui est quand même difficile, ce qui peut créer des conflits. Par exemple, en agrotourisme, peut-être que, mettons que vous avez une ferme à côté de chez vous et que tout d'un coup, il y a une bande de jeunes secondaires qui débarquent. C'est sûr que ça va être moins le fun
pour vous, parce que bon, ça va créer de l'achalandage, puis ça peut créer des conflits. Ensuite, il y a les coopérations, qui dit qu'en fait, que le monde agricole a besoin d'avoir des coopérations et que en agriculture alternative, il y en a beaucoup. D'abord, entre les agriculteurs pour partager de la machinerie, pour partager de l'équipement, mais aussi on voit apparaître plusieurs associations très territorialisées, très localisées, qui permettent de mettre en commun des ressources pour commercialiser, pour faire de la publicité. Comme par exemple les arrêts gourmands dans Chaudière-Appalaches. Puis il y a les finalités de l'agriculture. La nouvelle convention, c'est que l'agriculture a de multiples finalités environnementales, et que le rôle des producteurs aussi est en train de changer. Mais le rôle des agriculteurs, en fait, est en train de changer. Les agriculteurs sont plus des producteurs, mais sont aussi des animateurs et des organisateurs. Donc, au final, on confirme nos deux hypothèses, que d'abord, qu'il y a une émergence de l'agriculture alternative dans les deux MRC, et que ça fait apparaître de nouvelles conventions, de nouvelles coopérations et de nouveaux conflits qui viennent changer la gouvernance territoriale. Aussi, on note l'importance vraiment du CLD, de l'ATACA et de la MAPAC, donc tous les organismes locaux et régionaux qui ont vraiment participé à l'émergence de cette agriculture-là. Et on a créé des recommandations. D'abord, on propose de faire un recensement systématique des pratiques pour les consommateurs, pour les agriculteurs. Comme vous, Mme Brochy, peut-être que vous avez toujours voulu visiter une ferme de lama. Ben, avec un outil comme ça, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il se trouve une ferme de lama. Et ça peut être aussi utile pour les agriculteurs pour trouver des partenariats, par exemple pour commercialiser de l'argousier. On peut voir les autres producteurs qui produisent cette culture-là et commercialiser avec eux. Aussi, on propose que l'aide gouvernementale soit vraiment plus décentralisée, vraiment une gouvernance locale et régionale, et aussi favoriser la coopération, parce que c'est vraiment ça qui permet à l'agriculture alternative de prendre son essor, parce que les agriculteurs peuvent mettre justement des ressources en commun, faire de la commercialisation en commun, donc c'est mieux de s'organiser que de faire cavalier seul. Donc, on aimerait ça, en fait, vous remercier les agriculteurs qui nous ont ouvert les portes de leur ferme, des agents de développement régionaux, le personnel de l'ESSAL, notre directeur de recherche, Mario Carrier. Et on vous laisse avec une merveilleuse photo de notre équipe et du très beau Patrick Martineau. Donc, bravo. Alors, les autres membres de l'équipe vont se joindre au présentateur. Y a-t-il des questions dans la salle? Si vous posez les questions, je dois vous courir après avec le micro, parce qu'autrement, on vous entendra pas. Monsieur Le Boutier. Bonjour, moi je voulais savoir au niveau de la distribution dans les réseaux de circuits courts, est-ce qu'il y a déjà des instances en place comme des marchés publics temporaires, ou est-ce qu'il y a déjà des réseaux de distribution, des grossistes de marché qui achètent des produits locaux? Oui, il y a des épiceries en fait qui... c'est sûr qu'il y a des épiceries, mais il faut que les producteurs aillent vraiment trouver leur lieu de commercialisation. C'est pas les épiceries qui vont nécessairement venir voir les personnes, quoi qu'il y en a quand même quelques-unes qui le font. Aussi, pour compléter, dans le fond, il y a deux marchés publics, deux gros marchés publics, là, un à Lillet, un à Montmagny, un dans chaque MRC. Il y a des épiceries, mais c'est beaucoup des associations avec la TACA, la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, pour amener les produits du terroir dans les épiceries. Une autre question? Faut pas hésiter. Oui, Monsieur Tellier. Rappel à l'ordre. Où se situe l'UPA dans votre système de gouvernance dans le cadre de l'analyse que vous avez fait? En fait, c'est une bonne question, en fait. Parce que, normalement, il faut dire que l'UPA, d'après ce qu'on a constaté, mais d'après comment je veux dire, les producteurs, ça représente surtout les gros producteurs. Et c'est comme, il essaie de fuir l'UPA, c'est comme, il ne se trouve pas dans l'UPA. Et il y a plusieurs qui sont, dire que moi, c'est difficile avec l'UPA parce que je ne peux pas même membre de l'UPA vu qu'on n'a pas assez une ferme très rentable où le prix qu'on a demandé c'est trop élevé. C'est comme, c'est pourquoi on propose, puisqu'il y a une forme d'agriculture qui émerge et l'UPA c'est surtout le représentant ultime de l'agriculture productiviste, c'est pourquoi
on voit apparaître de nouvelles conventions, c'est comme de nouveaux besoins. Ces agriculteurs-là ont de nouveaux besoins. Et ces besoins-là, ils ne peuvent pas trouver ça à l'UPA. C'est pourquoi on propose qu'on développe de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes d'organisation pour développer cette agriculture-là. Mais l'UPA, effectivement, il y a beaucoup de producteurs. Il faut dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui à la fois, dans productivistes et alternatifs. On a trouvé plusieurs producteurs. Ces producteurs-là sont membres de l'UPA et par contre, pour certaines activités, ils participent dans d'autres réseaux pour essayer de développer leurs pratiques. Et effectivement, on peut dire en conclusion, l'UPA, c'est pas représentatif de cette agriculture-là. Et là, je suis tout excité. Quelque chose qui vient de l'international, Joanne. Oui, effectivement, c'est une question qui vient de Jean Dubé, qui est un collègue chez nous, mais qui est actuellement à Chicago dans le cadre d'une conférence. C'est quand même de l'international. Alors, d'abord, Jean Dubé vous félicite pour la qualité de votre présentation. C'est juste et facile à suivre. Et la question maintenant, un petit peu plus serrée. Alors, Jean mentionne que la recommandation de décentraliser tombe à une drôle d'époque lorsqu'on regarde les conséquences du dernier budget provincial et les sommes et les budgets qui ont été retirés à l'organisation, j'allais dire, de développement régional et différents organismes. Alors la question, d'après vous, à cette étape-ci, que pourrions-nous faire pour penser le développement, pour penser à développer sans nécessairement dépendre d'un budget gouvernemental? Si je vais commencer pour donner et vous allez compléter, en fait, c'est que nous, ces recommandations-là viennent surtout des producteurs. C'est comme les producteurs nous disent que, oui, il faut que les CLD viennent nous voir, il faut que MAPAC vienne nous voir, c'est pas nous qui doivent aller chez MAPAC. C'est comme, ça demande une nouvelle forme de gouvernance. C'est que nous, on n'essaie pas aller voir si on va fermer CLD, qu'est-ce que ça va entraîner. C'est que on constate que cette agriculture-là, pour que ça développe davantage, ça demande une sorte de décentralisation. Il faut que les instances gouvernementales mettent en place des dispositifs au niveau local pour accompagner ces agriculteurs-là. C'est ça que moi je peux dire. Je sais pas trop sur les coupes budgétaires, surtout je suis pas québécois. Oui, madame, nous vivons dans une période d'austérité, mais les agriculteurs qu'on a rencontrés, c'est des gens sûrs, travailleurs, ils ont une force intérieure en eux-mêmes, ils veulent réussir, et ça suffit pour qu'ils réussissent cette agriculture alternative. Bon, les subventions, c'est bon, mais les gens qu'on a rencontrés, soyez sûrs, ils dépendent d'eux-mêmes et de leur force et de leur travail. Voilà. Alors, on va passer à une toute dernière question brève, Olivier. Tout à l'heure, on parlait de l'UPR. Est-ce que vous avez interrogé l'Union paysanne, par exemple, qui est assez fortement impliquée dans l'agriculture progressiste, là, si on peut dire? On aurait vraiment aimé ça, mais c'est qu'à un moment donné, il a fallu qu'on se limite dans nos rencontres aussi. On a rencontré 19 agriculteurs, 4 associations, puis avant ça, on avait déjà rencontré des représentants des CLD dans les 2 MRC, des gens dans les 2 MRC, puis le directeur général de la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches. Fait qu'à un moment donné, on a juste dit oui, ça serait vraiment intéressant de rencontrer l'Union paysanne, surtout qu'ils sont très proches des valeurs de la culture alternative. On verra ça l'an prochain. Mais en attendant, merci pour votre excellente présentation et l'aplomb de vos questions. Alors, la prochaine présentation concernera aussi l'ILet de façon toute particulière. L'ILet, Parc régional éclatant, une équipe que j'ai eu le bonheur de diriger cette année. Alors, messieurs.